Bonjour, bonjour et bienvenue en cette matinée pluvieuse. Nous allons nous intéresser à la décarbonation de l'industrie. Alors, en matière industrielle, la France a deux ambitions, retrouver ses usines perdues et rendre propres celles qui lui restent. Mais ces deux objectifs sont-ils compatibles? Peut-on rêver de réindustrialiser propre et de décarboner compétitif? Les technologies existent, mais elles ont un coût financier et social. Il faudra bien pourtant passer par ce chemin étroit si on veut respecter les objectifs qu'on s'est soi-même fixés en matière climatique. Alors c'est cette voie difficile que nous allons explorer ce matin avec nos invités. Je vous présente brièvement, puis on reparlera après. L'organisateur de cette table ronde, Vincent Ossillou, qui est conseiller spécial du commissaire général France Stratégie. À sa droite, Anaïs Voigilis, qui est géographe et qui est spécialiste de la décarbonation industrielle, elle nous racontera. Et puis, à la gauche de Vincent, Sarah Guillou, vous êtes économiste à l'OFCE. Vincent Charlet, vous dirigez le think tank spécialisé dans l'industrie, qui s'appelle La Fabrique de l'Industrie. Et à ma droite, Nathalie Popiolek, conseillère scientifique également, économiste à France Stratégie. Alors, je vais commencer par vous, Sarah Guillou, pour fixer un petit peu les enjeux, à la fois en termes de responsabilité de l'industrie dans l'ensemble du combat climatique. Je précise que vous êtes spécialisé innovation, concurrence à l'OFCE, voilà, et que vous avez récemment écrit un livre sur la souveraineté économique, si je ne me trompe pas, en 2023. Alors, on dit donc déjà effectivement la question du poids de l'industrie du CO2, et puis finalement on dit de façon un peu raccourcie et pas forcément exact, vous nous direz qu'une bonne partie du faible niveau d'émissions de la France est due à l'ampleur de sa désindustrialisation, ce qui est évidemment pas forcément une bonne nouvelle, puisque ces émissions que l'on n'aimait pas, eh bien on les retrouve quand on achète des produits évidemment qui sont importés. Alors, où en est-on exactement aujourd'hui de ce couple entre les émissions de CO2 et la désindustrialisation? Merci à tous d'être là, bonjour. Oui, effectivement, il faut bien préciser quelle est la réponse à cette question de savoir si c'est une affaire de désindustrialisation, l'état des émissions et la comparaison avec les autres pays. Alors, moi, je vais parler, on distingue en général, quand on fait de la comptabilité des émissions de CO2, on distingue l'inventaire et l'empreinte carbone. Donc moi, je vais d'abord parler de l'inventaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on émet en tant que pays producteur. De manière générale, quels que soient les pays, on va avoir les pays la production d'énergie pollue plus que l'industrie et l'agriculture, pollue plus que les services. Donc vous avez comme ça un rangement des pays selon qu'ils sont plus ou moins industrialisés ou plus ou moins des économies de services. Donc en règle générale, un pays qui est plus serviciel, il va polluer moins qu'un pays qui est plus industriel, en unité de valeur ajoutée, parce qu'évidemment, plus vous êtes grand, plus vous polluez. Mais en unité de valeur ajoutée, la part de l'industrie dans votre PIB va effectivement jouer sur votre quantité de pollution, parce que par nature, les activités industrielles polluent plus que les activités de services. Ceci étant dit, après, il faut un peu descendre dans le détail, parce qu'il y a des industries plus polluantes que d'autres. Donc, en général, les industries polluantes sont celles qui sont les plus taxées ou celles qui ont à payer des quotas carbone. Donc, on va mettre dans les industries polluantes la production d'énergie, les industries lourdes, la chimie, la production de verre, la production de ciment, le papier carton, les céramiques, la production de céramique. Donc, ces industries-là sont plus polluantes que d'autres. Donc, de la même manière, si vous avez à part de l'industrie équivalente d'un pays à l'autre, si vous avez des industries plus polluantes, vous allez aussi, par unité de valeur ajoutée produite, plus polluer.
Donc si on compare par exemple l'Allemagne, la France et l'Italie, si je prends ces industries que je vous ai citées, là, ces secteurs-là, ça représente 11% de la valeur ajoutée de l'Allemagne, 7% de la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, la somme des valeurs ajoutées, ça va être le PIB marchand. Donc 11% pour l'Allemagne, 7% pour la France et 9% pour l'Italie. Donc évidemment, là on voit bien que la part de ce type d'industries qui sont polluantes est plus faible. Bon, alors c'est un très grossier, mais ça dénote que la structure industrielle, ça compte en effet. Si on regarde de plus près, parce qu'il faut quand même descendre un peu plus dans le détail, en Europe, on a un système, vous savez, de quotas carbone qui oblige les industries les plus polluantes à acheter des quotas carbone pour justement tenir compte du fait qu'elles ont des externalités négatives sur l'ensemble de l'économie. Donc les sites, on va cibler des sites polluants. Les sites qui sont les plus polluants, il y en a à peu près 10 000 qui ont des obligations d'achat de quotas carbone. En Europe, il y en a 1000 en France, vous voyez, il y en a évidemment plus en Allemagne, et la part qui est taxée, ou en tout cas qui est enregistrée au système européen, c'est 1200 tonnes équivalent CO2 au niveau européen, et il y en a 84 pour la France, et 300, un peu plus de 350 de tonnes équivalent CO2 pour l'Allemagne. Vous voyez les ordres de grandeur, l'Allemagne pollue plus, elle est plus grande, mais elle a aussi plus de ces industries polluantes. Donc c'est vrai, le fait d'avoir une part de l'industrie plus importante, ça compte. Mais il faut encore aller dans le détail, c'est-à-dire que même si vous avez une structure industrielle équivalente, à l'intérieur même des secteurs, vous pouvez plus ou moins avoir des procédés polluants ou pas. Donc il faut aussi regarder un peu plus dans le détail. Et puis, ce qui compte aussi, c'est pourquoi l'industrie est polluante, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle émet des émissions de CO2, elle émet du CO2 quand elle produit, et aussi parce qu'elle utilise des énergies fossiles pour produire. Alors, quand il s'agit de tout ce qui est propre à l'émission, à la nécessité d'utiliser de l'énergie, le mix énergétique d'un pays, ça va compter. Si le contenu en CO2 de votre électricité est plus faible, c'est le cas de la France parce qu'elle a une énergie nucléaire qui est moins émettrice de gaz à effet de serre, et bien dans ce cas-là, tout ce qui utilise l'électricité va moins polluer que dans un pays où votre mix énergétique est plus polluant. Donc le mix énergétique, ça compte, mais pas que, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des industries qui utilisent des énergies fossiles dans leur processus de production, et là, ce n'est pas de l'électricité. Donc ces énergies fossiles, elles sont nécessaires pour fabriquer de l'acier, dans la sidérurgie par exemple, mais aussi dans la chimie. Donc on voit qu'effectivement, pour conclure, on se retrouve bien avec une importance de la structure sectorielle pour déterminer l'inventaire, en tout cas les émissions produites par un pays. Mais même à structure sectorielle équivalente, il faut quand même un peu regarder dans le détail le mix énergétique et les procédés de fabrication des industries qui sont dans le pays. Et alors si là vous êtes descendu jusqu'à un niveau assez fin, si au contraire on prend l'hélicoptère et qu'on regarde la globalité des émissions de CO2, la part de l'industrie dans l'ensemble des émissions, comment est-ce qu'on peut la comparer entre justement la France, l'Allemagne, l'Italie? Alors en France, l'industrie c'est 18% des émissions de CO2. 18%, donc c'est lié à la fois à la part de l'industrie dans le PIB français, et c'est lié aussi à la façon dont la structure de l'industrie, qu'est-ce qu'on a comme industrie polluante à l'intérieur. Donc cette part, elle a deux composantes. Dans chaque pays, elle a à la fois quelle est la part de l'industrie dans le PIB et quelle est la part des industries polluantes dans l'industrie de cette... Donc en Allemagne, ça doit être beaucoup plus. Donc plus vous avez d'industrie, plus a priori, vous avez la part de l'industrie qui va contribuer aux émissions de CO2. D'accord. Vous avez le chiffre sur la part de l'industrie dans les émissions de CO2 de l'Allemagne, par exemple? Alors, il semble que vous l'ayez plus précisément que moi. Je crois que c'est 23%. 23%? Contre, c'est ça, 18% pour
contre 18 pour Alors la c'est France, intéressant parce que C'est ce 23%, vous voyez l'industrie en Allemagne, et par rapport à la France, dans le PIB, l'industrie, la part de la valeur ajoutée, c'est plus proche de 20 et la France est plus proche de 10. C'est ça, c'est le double, quoi, en gros. Donc voilà, exactement. Résumer. D'accord. Donc, mais et après, ça ne dit pas quelle est la part de votre pollution. D'accord. Ok. Alors, justement, Vincent Ossillou, sur cette question qu'on évoquait à l'instant, de ce lien entre l'empreinte carbone de la France et puis la disparition de ces usines, hein, en quelque sorte, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des risques de délocalisation supplémentaires? Et puis, surtout, est-ce que finalement c'est un jeu de dupes parce que ce qu'on n'aimait pas sur son territoire, on l'importe en achetant des produits de l'étranger? Donc, est-ce que c'est une réalité? C'est ce qu'on appelle les fuites de carbone, en quelque sorte. Et puis, est-ce qu'on peut inverser ce processus sans dégrader notre bilan en carbone? Oui, effectivement, c'est un enjeu absolument fondamental dans notre transition écologique, puisque en Europe et en France, nos émissions carbone diminuent. En revanche, notre empreinte carbone diminue beaucoup moins. L'empreinte carbone, c'est bien évidemment la consommation avec les émissions qui se font de plus en plus en dehors de l'Union européenne, mais clairement qui ont le même impact sur le changement climatique que si les émissions se faisaient sur notre territoire. Et clairement, alors que l'Union européenne est justement très proactive dans la transition écologique par rapport aux autres régions du monde, le problème, c'est qu'une bonne partie de la réduction de nos émissions, ce sont des fuites carbone, donc des délocalisations et de plus en plus d'importations de produits qui viennent des pays tiers. Et le problème, c'est que les produits importés sont plus intensifs en contenu carbone que s'ils étaient produits sur notre territoire. Justement, il y a une étude de l'INSEE d'ailleurs qui montre de ce point de vue-là que la production en France, quand les sites de production se localisent en France, ça fait plutôt baisser les émissions carbone au niveau mondial. Et donc c'est un enjeu fondamental d'avoir des mesures de décarbonation beaucoup plus efficaces que celles actuelles et qui ne soient pas juste concentrées sur nos producteurs locaux, mais qui, bien évidemment, aussi incitent les producteurs dans les pays tiers à décarboner et aussi, bien évidemment, à ce que les produits que nous consommons, même quand ils sont importés, soient moins carbonés, moins d'impact environnemental. De ce point de vue-là, les mesures actuelles, le problème en Europe, c'est que les mesures actuelles sont surtout concentrées sur les producteurs locaux. Et alors, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est un mécanisme qui va réduire un peu les fuites carbone, mais en revanche qui ne va pas complètement les corriger. Et donc, nous avons besoin de mesures complémentaires. Et là-dessus, la mesure absolument clé, ça serait une mesure qui fait évoluer la consommation finale des ménages vers les produits moins impactants environnementalement, moins carbonés. Et clairement, l'enjeu fondamental, c'est que les produits qui ont moins d'impact au niveau des émissions carbone deviennent moins chers que les produits, au contraire, qui ont plus d'impact. Et ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas juste de dire vous n'avez plus le droit de consommer tel ou tel produit ou quoi que ce soit. Pour chacun des produits, il y a des différences de contenu carbone très importants en fonction de comment ils ont été justement produits, avec quel mix énergétique. Et donc, une taxe verte sur les produits finis, justement, qui ferait que les produits qui ont un impact environnemental soient plus chers que ceux qui ont moins d'impact environnemental, serait la mesure la plus efficace pour que la demande finale s'oriente beaucoup mieux vers les produits moins impactants sur l'environnement
et du coup que ça se localise, que la production, la réindustrialisation du coup soit vraiment plus dynamique en France et en Europe, parce que nous sommes avec un mix énergétique moins carboné, parce que nous avons aussi plus de mesures proactives sur la transition écologique, et du coup les producteurs auraient intérêt à ce que leur production soit sur le territoire, parce que du coup ces productions-là seraient moins chères et donc seraient plus consommées, et du coup en plus cela rentabiliserait beaucoup mieux les investissements de décarbonation. Ça demanderait moins de financement par les subventions, donc moins de financement public, ce qui demanderait moins à faire monter les prélèvements obligatoires, au contraire même. On va revenir sur cette affaire des politiques publiques qu'il faut mener dans un deuxième temps. Là, si on continue un petit peu sur le cas, donc ce que vous dites et qui est très fort finalement, c'est que la réindustrialisation peut être un facteur de réduction des émissions au niveau global. Pas forcément pour la France, mais au niveau global, probablement. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez puissant. Alors, si on continue dans cette forme de cartographie un petit peu de la France industrielle, donc Nathalie Popiolek, vous êtes à France Stratégie également. Comment on peut justement analyser les émissions par site industriel, par type d'industrie, et puis évidemment aussi comment on peut les classer en fonction de leur impact à la fois sur ce qu'ils émettent et puis sur l'usage ensuite de leurs produits. Oui, merci beaucoup de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors quand on regarde les objectifs de décarbonation qui sont au niveau européen, au niveau français, notamment avec la stratégie nationale bas carbone, nous sommes dans une partie particulière des émissions, c'est ce qu'on appelle les émissions directes, c'est-à-dire les émissions, on va dire scope 1, qui concernent uniquement celles qui sont produites sur le site industriel. Et si l'on parle de l'industrie manufacturière, ça enlève donc toutes les émissions qui sont associées à la production d'électricité ou à la production de chaleur qui s'est faite en dehors du site. Donc là, on va parler d'inventaire. On va parler d'inventaire carbone et l'on peut en effet s'attacher à regarder l'inventaire carbone par secteur industriel manufacturier. Et on va dire, comme le rappelait tout à l'heure notre collègue, c'est qu'il faut ramener ça à la production pour pouvoir comparer entre eux des sites industriels. Et là, je vais faire référence à un projet que nous sommes en train de mener à France Stratégie avec l'INSEE et le CITEPA, qui est l'organisme qui fournit les inventaires pour la France et qui participe à ceux qui sont donnés pour l'Europe, avec la tutelle du ministère de la Transition écologique. Donc ce projet a pour objet justement de savoir comment on compte pour cartographier justement les sites industriels sur un territoire comme la France, mais aussi pour faire des comparaisons à l'international. Et on s'intéresse notamment à la comparaison avec l'Allemagne, puisqu'il s'avère, avec les données statistiques qui sont publiées au niveau européen par Eurostat, qu'il y a des différences assez notables selon les secteurs, entre la France et l'Allemagne. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut regarder de plus près la façon dont on compte l'intensité carbone des sites industriels. Donc, l'intensité carbone d'un site industriel, prenons par exemple le cas d'un site qui va produire de l'acier, on va comptabiliser par inventaire les émissions qui se passent à l'intérieur de ce site. Et ça, c'est donc le CITEPA pour la France qui va faire ce travail.
Et lorsqu'on veut remonter les informations au niveau de l'intensité carbone, il faut aller chercher tout à fait autre chose qui se passe dans une autre institution qui est l'INSEE, qui concerne la valeur ajoutée. Et on va faire donc un quotient, un rapport entre les émissions qui viennent donc d'une institution qui fait les inventaires, scope 1, émissions directes, et l'INSEE qui va utiliser des comptes nationaux pour donner la valeur ajoutée associée à un secteur industriel. Et là, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut que les périmètres soient les mêmes. Et par exemple, dans un site qui fabrique de l'acier, vous avez la coquefaction pour, dans les hauts fourneaux, fabriquer ce produit. Eh bien, il s'avère que dans la classification des secteurs, puisque nous avons des normes concernant la classification des secteurs, des normes européennes qui s'appellent les NAS, eh bien, tout ce qui est coquefaction, ça appartient à un autre secteur. Donc, il faut aller enlever les émissions sur le site de sidérurgie qui concernent la coquefaction et aller les attribuer à un autre secteur. Et il faut bien évidemment que côté valeur ajoutée, la chose se fasse de la même façon. Donc si on a des sites où on peut aller vérifier ça de près, ça peut se faire correctement. Mais si c'est des sites qui sont vraiment diffus, par exemple comme au niveau de la chimie, on a plus de mal à faire cela. Et donc voilà, et on a choisi, les normes, c'est de ramener ça à la valeur ajoutée. On aurait pu le ramener, par exemple, à la tonne d'acier produite. C'est intéressant. Mais le problème, c'est que dans les sites industriels, dans les unités de production et encore plus dans les grands secteurs, nous avons des produits complètement différents et pour pouvoir les sommer, il faut une unité monétaire. Donc on voit déjà en France, ça n'est pas facile de faire ce lien entre le numérateur et le dénominateur pour avoir une intensité carbone qui soit non biaisée. Et maintenant, la grande difficulté, ça va être d'aller faire ça avec nos pays voisins, et en particulier avec l'Allemagne. Donc l'Allemagne a l'Office national allemand qui va s'occuper des inventaires d'un côté, et puis vous avez les statisticiens des statistes de l'autre côté. Et est-ce qu'ils comptent de la même façon ? Eh bien, nous sommes allés voir de près, nous allons creuser l'affaire en discutant de façon très rapprochée avec les uns et les autres. Et on s'est aperçu que, en tout cas, en ce qui concerne la valeur ajoutée, la façon de calculer n'est pas la même entre l'INSEE et des statistes. Et cela va conduire à des grands changements dans l'élaboration des indicateurs qui mesurent la comparaison des sites français et allemands. Et le changement est tel qu'on peut avoir des différences même au niveau global quand on compare l'industrie manufacturière française et allemande. Donc les biais viennent du fait que l'INSEE travaille pour faire le calcul des valeurs ajoutées, mettons par exemple pour la chimie, en prenant uniquement des branches homogènes qui mettent uniquement les activités purement de la chimie, alors que côté allemand et côté pratiquement tous les autres pays européens, tout ce qui concerne la R&D, tout ce qui concerne les sièges sociaux, rentre dans le calcul de la valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas en France. Et pour côté inventaire, les émissions des sièges sociaux, les émissions de la R&D ne sont pas aptes à faire basculer la balance par rapport aux émissions des activités industrielles, ce qui fait qu'il y a une grosse différence. Et on peut la quantifier, cette différence? Alors voilà, le projet, l'objectif du projet qui a été mené avec les 3 organismes que je vous ai cités était justement de les chiffrer. Et en fait, si on reprend au niveau global, sur l'ensemble de l'industrie manufacturière, nous pouvions avoir une différence qui était en défaveur de la France. Alors attendez, je vais retrouver ces valeurs pour vous donner des chiffres vraiment exacts. En fait, on a une différence au niveau par exemple, de l'industrie du ciment.
lorsqu'on prend l'industrie du ciment, on avait un avantage de l'Allemagne de 28% par rapport à l'intensité carbone de cette industrie, ciment et verre. Et si l'on enlève le biais associé à la valeur ajoutée, on arrive à une différence qui est de moins de 4%. C'est pareil pour l'acier et c'est pareil au niveau global. Donc attention, c'est ce que je voulais on passe faire passer de comme 8% message. de différence, enfin de 8 points. 28%, c'est-à-dire que quand on prend les données Eurostat, on s'aperçoit que l'Allemagne a une industrie ciment et verre qui a une intensité carbone qui est 28% plus faible que celle de la France. Plus faible. Oui, plus faible. Et quand on enlève ce biais qui est lié au calcul de valeur ajoutée, où l'Allemagne va mettre à l'intérieur des éléments qui ne sont pas mis en France, on arrive à une différence de moins de 4%. D'accord, donc ça c'est plutôt en faveur de... c'est en faveur de la France. C'est en faveur de la France, d'accord. C'est en faveur de la France, et quand on regarde les procédés de façon, par exemple sur la production d'acier, quand on ramène ça par tonne d'acier, il s'avère que la France a un peu plus de production électrique, de recyclage de l'acier que l'Allemagne. Enfin, c'est pas énorme comme différence. 66% en France, 70% en Allemagne de production au fourneau, le reste étant de l'aciérie électrique. Eh bien, de ce fait-là, la France produit des tonnes d'acier avec moins d'émissions carbone que l'Allemagne. Et pourtant, c'est 13% de plus au niveau allemand. Et pourtant, quand on regarde globalement, dans Eurostat, on s'aperçoit qu'au niveau de la métallurgie, l'Allemagne a une intensité plus faible. D'accord. Donc ce qu'on retient finalement, c'est qu'il faut se méfier des chiffres et c'est surtout bien faire attention à ce que la comptabilité soit la même de deux côtés. Ça plaide quand même pour effectivement qu'on unifie au niveau européen la comptabilité de toutes ces émissions. Alors, Tout à fait. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu dans le concret avec vous, Anaïs Voigelis. Donc, vous avez la particularité d'être à la fois géographe, spécialiste de géopolitique, mais vous travaillez aussi dans l'industrie. Un groupe chimique qui s'appelle Humins qui vous a demandé de l'aider à établir une politique de réduction, de décarbonation, ce qui n'est pas facile. Donc vous avez un peu une expérience du terrain. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement, décarboner un site ? Bonjour à tous. Alors c'est une vaste question. Donc le groupe Humans, pour donner un peu de visibilité, fait du carbonate et du bicarbonate de sodium avec une industrie relativement intégrée puisqu'il est aussi propriétaire du calcaire et des champs salins nécessaires pour faire du carbonate et du bicarbonate de sodium. La particularité du carbonate et du bicarbonate de sodium, que le carbonate nous entoure à peu près partout et il est beaucoup utilisé pour produire du verre, que ce soit les vitres de nos fenêtres, des vitres de voitures, etc. Et le bicarbonate a beaucoup d'applications médicales, mais également, vous en avez à peu près tous chez vous pour diverses applications. Pour faire du carbonate ou du bicarbonate de sodium, la particularité, c'est que vous avez besoin de CO2. Vous avez besoin d'une injection d'une molécule de CO2 pour fabriquer le carbonate. Donc, quand on va vouloir appliquer une politique de décarbonation, et on n'a pas ce seul enjeu environnemental, mais si je me concentre sur celui-là, le premier travail, ça va être de cartographier les émissions. Vous ne pouvez pas avoir une politique de décarbonation efficace, que ce soit à l'échelle d'un pays ou à une échelle micro, sans connaître parfaitement les origines de vos émissions et donc quelles solutions vous pouvez apporter. Donc dans la déclinaison que vous allez faire, on va regarder ce qui sont les émissions directes du site, donc qui vont être liées à la production. Et là, on va essayer de faire une segmentation entre les émissions qui vont être liées à la combustion, donc c'est-à-dire pour produire de la chaleur ou de la vapeur, je vais brûler des trucs, ou brûler du gaz, de l'électricité, de la biomasse, des combustibles solides de récupération, donc des déchets, etc., pour produire cette chaleur, et nous, en l'occurrence, pour faire de la vapeur. Ensuite, j'ai des émissions qui sont liées au procédé, c'est-à-dire que pour mon procédé industriel, eh bien, je vais avoir une réaction chimique qui va émettre du CO2.
Et ça, dans tous les grands sites industriels fortement émetteurs, donc les 50 sites industriels qui ont été répertoriés par le gouvernement, vous vous rendez compte qu'il y a à la fois ces émissions de combustion, mais il y a aussi toutes ces émissions de procédés. Donc nous, c'est le fait qu'on a un catalyseur pour fabriquer du CO2, et après on a d'autres points d'émission dans le site industriel. Dans la production d'aluminium, c'est le fait d'utiliser une anode au carbone. Donc quand vous allez, la combustion va émettre un dégagement de CO2. Sur le ciment, ça va être l'étape de clinker. Chez les verriers, ça va être la rencontre entre notre produit, le carbonate, et un autre produit. Donc vraiment comprendre d'où viennent ces émissions de procédés. Puis après, on regarde deux autres catégories d'émissions, qui sont ce qu'on appelle les émissions indirectes, donc qui vont être qualifiées en scope 2. Les émissions indirectes, qui peuvent être à proximité de votre site. En l'occurrence, depuis récemment, on a une partie de nos émissions indirectes pour produire de la vapeur qui sont dans notre centrale cogénération biomasse qui n'est pas opérée par nous. Donc on a une part d'émissions ici. Et puis après, toutes les émissions en scope 3 qui sont souvent liées aux achats de l'entreprise. Et la particularité... Scope 3, on précise, les achats. Les achats des entreprises. C'est l'usage. Voilà. Il y a l'usage et il y a tous les achats, le transport amont, aval aux productions. Et ce qui est intéressant de voir en général dans certaines industries, c'est que beaucoup d'industriels ont le gros de leurs émissions qui vont être liées à l'usage, à leur politique d'achat et au transport. Et donc ils ont une marge de manœuvre qui est moins importante que quand on a le gros des émissions qui est lié directement à notre production comme nous, puisque finalement c'est par notre propre politique que nous pouvons décarboner. Et après, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dès maintenant un peu dans le détail de ce qu'on peut faire. Ou si de ce que vous allez faire. Non, on va en reparler tout à l'heure sur la façon dont on peut procéder. Mais bon, c'était intéressant en tout cas. Votre site, il fait partie, enfin le site qui est près de Nancy, je crois, c'est ça. Il fait partie des 50 sites qui ont été répertoriés Oui, on est dans les 50 sites les plus émetteurs de CO2. D'accord. Et ces 50 sites, juste pour qu'on ait une idée, par secteur, ça serait parti il doit y avoir une vingtaine de sites qui sont dans la chimie, chimie, pétrochimie. Donc, dedans, vous trouvez, nous, on est chimie minérale. Vous allez trouver les pétrochimistes, donc les sites de Total, les raffineries. Vous avez des producteurs d'acier, notamment les raffineries d'ArcelorMittal, producteurs d'aluminium, tous les verriers. Et ensuite, vous avez des sucriers comme Tereos, et Cristal Union. Et la dernière catégorie qu'on retrouve beaucoup sont les cimentiers, puisque en dehors d'un ou deux petits sites, la production de ciment est aussi fortement émettrice de CO2. Alors, Vincent Charlet, justement, on parle de ces 50 sites, donc des gros émetteurs. Donc ça, c'est une chose qui est déjà compliquée parce que c'est évidemment des coûts très importants, mais ça ne raconte pas évidemment toute l'histoire, parce que derrière, il y a aussi tout ce qui est le plus diffus, c'est-à-dire les petits sites, et il y en a évidemment beaucoup en France. Donc, comment ça se répartit justement entre ces 50 sites et puis tout le reste, et quelles sont les difficultés qui se présentent à ce niveau-là? Alors, en fait, c'est un peu à l'image de ce qui se passe sur le territoire français ou sur l'économie française dans son ensemble. Vous avez donc bien repéré que les sources d'émissions de CO2 dans l'économie française, c'est comme les 5 doigts de la main. Il y a l'agriculture, les transports, l'industrie, les logements et les bureaux. Et on voit bien dans cette répartition qu'il y a une grande différence entre l'agriculture, par exemple, c'est quelques points de PIB ou quelques pourcents de population active et de l'ordre de 20% des émissions, alors que les bureaux, le logement, ça concerne tout le monde et tout le monde est un peu co-responsable des émissions. C'est le même paysage à l'intérieur de l'industrie. Donc l'industrie, c'est un des 5e que j'évoquais. Si vous coupez le gâteau en deux, vous avez d'une part ces fameux 50 sites qui représentent à eux seuls la moitié des émissions industrielles, je parle en gros, à la louche, et tout le reste, le diffus, qui représente l'autre moitié. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti des débats un peu stériles, on est sorti de la période du climato-sceptisme, et il y a maintenant une feuille de route, comme on dit, une stratégie nationale qui, pour l'industrie et le reste, établit la trajectoire, les objectifs pour atteindre une neutralité carbone en 2050.
Donc ça veut dire que tout a été calculé, et même les calculs ont été vérifiés 20 fois. Donc ça veut dire que tout le monde est à peu près d'accord sur le type de trajectoire de décarbonation que chacun doit réussir à suivre. On est maintenant sur le comment faire, et c'est là que c'est compliqué. J'ai coupé le gâteau de l'industrie en deux moitiés, les 50 sites et le diffus. Si je ne parle que des 50 sites, les industriels expliquent qu'à horizon 2030, c'est la première étape dans la stratégie nationale de décarbonation, normalement, ils devraient être en phase avec l'objectif. 2030, c'est bientôt, donc c'est pas simple. Il y a juste besoin, pardon pour le juste, juste besoin d'investir énormément dans des technologies qui sont coûteuses, qui ne rapporteront rien financièrement à ces industriels ou à ceux qui auront appuyé les financements, mais qui leur permettront simplement d'être en phase avec l'objectif de décarbonation partielle à horizon 2030. Horizon 2050, c'est la décarbonation totale, enfin net zéro. Là, les industriels disent, pour l'instant, on ne sait pas promettre. On promet qu'on va faire ce qu'il faut, mais on est dans le domaine de l'innovation de rupture, on est dans le domaine de l'inconnu. Donc il y a besoin de développer de nouvelles technologies, de mettre en place des innovations, des procédés qui aujourd'hui ne sont pas solides, ne sont pas établis, ne sont pas vérifiés. Sur le diffus, c'est-à-dire tout le reste des entreprises industrielles qui émettent tout ensemble l'autre moitié de la quantité de CO2 qui sort chaque année de l'industrie. Alors là, le problème est d'une autre nature. C'est pas tant que technologiquement ce soit spécialement compliqué de réussir à abattre quelques kilos ou quelques tonnes de CO2 par unité de valeur ajoutée pour ces activités. Le problème, il est plutôt comment est-ce qu'on arrive à concevoir une politique publique, on va y venir, qui réussisse à embarquer tout le monde. Encore une fois, j'insiste, on dit parfois investir dans la décarbonation, mais on demande aux industriels ou aux consommateurs qui vont acheter les produits de payer pour quelque chose qui ne sera jamais remboursé. C'est juste la survie de l'humanité, mais c'est pas. Alors, on peut considérer que c'est une forme de remboursement, mais on demande aux industriels d'investir à perte. Bon. Donc là, on est exactement dans la même configuration qu'un des sujets qui a été évoqué à la table ronde précédente, c'est comment on fait pour convaincre des acteurs industriels qui ont leur vie, leurs problèmes, leurs soucis, leur bilan à équilibrer, enfin leur compte à équilibrer. Comment est-ce qu'on fait pour les convaincre d'un impératif de politique publique? Comment est-ce qu'on fait pour les convaincre d'investir? Alors ça peut être dans des robots ou l'intelligence artificielle quand on parle de productivité, et là on parle de procédés de décarbonation. On n'en est pas encore là. D'accord. Alors, juste à propos notamment des 50 sites, une initiative dont on a évidemment, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est celle des certificats carbone, qui au départ étaient en attribution gratuite et puis progressivement qui vont devenir payants. Est-ce que ça a eu un impact majeur et est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on va ensuite parler de son extension aux frontières de l'Europe, mais juste là, quel bilan on peut tirer finalement de ces certificats qui ont donné un coût au carbone pour la première fois? Alors, il y a plusieurs façons de juger l'efficacité de cette mesure, donc le système européen des quotas carbone, des quotas d'émissions. Le premier objectif, évidemment, c'était de réduire la quantité de CO2 émise chaque année, en l'occurrence par les sites industriels, mais aussi par les producteurs d'énergie. Alors, on peut les inclure dans l'industrie pour la discussion. De ce point de vue-là, l'objectif est plutôt atteint. C'est-à-dire, de toute façon, la réponse, elle est contenue dans la question. Puisque les quotas diminuent chaque année, par définition, la quantité totale émise, elle est aussi tirée à la baisse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ces quotas, ils ont été, jusqu'à présent, pour la plupart, pour une immense majorité, alloués à titre gratuit. C'est-à-dire qu'on a demandé aux industriels de réduire leurs émissions, en leur disant, vous n'aurez pas à payer pour le droit à émettre. Ça, ce sera pour plus tard. On est seulement maintenant en train de rentrer dans la période où les industriels devront bientôt acheter véritablement les quotas. Donc là, il y a une deuxième question qui apparaît, c'est est-ce que cette pression financière, qui va s'ajouter à la première, il faudra à la fois décarboner et acheter pour les droits à émettre la quantité de CO2, est-ce que ceci va, en gros, induire des fermetures de sites industriels, parce qu'ils n'arriveront pas à équilibrer le budget,
ou inciter certains à délocaliser. Alors, je prends encore 2 secondes pour répondre à cette question. A priori, tant que le CO2 est à moins de 100 € la tonne, les résultats, nous, des études qu'on avait faites, c'était ça ne change pas grand-chose. Ça peut éventuellement pousser certains groupes industriels, par exemple, à privilégier un site particulièrement efficace et à laisser tomber un site qui serait moins efficace. Donc, du coup, ça crée des mouvements de travailleurs ou de capitaux d'un site à l'autre, mais il n'y a pas de drame. À partir de 100 € la tonne et encore au-delà, là, on commence à taper dans le dur. Et on l'a un peu esquissé, les secteurs industriels sont très, très hétérogènes, sont très diversement concernés par ça. Pour la plupart des activités industrielles qu'on a en tête, fabriquer des t-shirts, des voitures ou des smartphones, le coût carbone, c'est encore tout à fait supportable, même au-delà de 100 € la tonne. Et il y a quelques secteurs, ceux qui travaillent la matière première, acier, verre, ciment, pour qui ça devient absolument décisif. Et donc, dans un scénario ou une perspective où on atteindrait les niveaux de 200 € la tonne, qui sont des niveaux de prix qu'il faut réussir à envisager si on veut une... C'est ce que donnent certains économistes d'ailleurs. Bien sûr. Il faut pouvoir se projeter là-dedans. Aujourd'hui, si vous faites les calculs et les règles de 3, il y a des secteurs d'activité qui disparaissent de la carte. C'est-à-dire, si vous produisez de l'acier aujourd'hui, avec les techniques qui sont celles qui sont en vigueur depuis presque le début de l'humanité, en tout cas depuis qu'on a inventé les hauts fourneaux et la sidérurgie, et ben 200 € la tonne, vous ne pouvez juste pas payer, vous ne pouvez pas vivre de cette activité. Donc ça signifie qu'il va falloir, pour le coup, trouver des solutions ou technologiques ou bien des aménagements peut-être à ces politiques climatiques pour faire en sorte que le coût soit un peu réparti pour tout le monde. Voilà. Alors justement, ça nous amène un peu à la deuxième partie de notre discussion, qui est quelle politique publique on peut mettre en œuvre. On a évoqué ce système de taxation. Alors, peut-être d'abord Sarah, Guillaume, sur comment on incite à la décarbonation. Est-ce que ça implique que la France change de spécialité productive? Quelles sont un peu les implications et les leviers qu'on peut mettre en œuvre pour accélérer? Parce que là, c'est ce que vous disiez finalement, on est sur une trajectoire, mais on voit bien que la trajectoire 2030, elle sera très difficile. La 2050, on n'est pas vraiment sur la bonne ligne. Donc, l'accélération est nécessaire. C'est quoi les leviers qu'on peut mettre en œuvre? Alors, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de politiques industrielles et que ces politiques industrielles, elles ont une dimension verte de plus en plus. C'est-à-dire qu'on fait rarement de la politique industrielle sans penser la décarbonation de l'économie. Alors, une politique industrielle, pour rappel, c'est une politique qui a pour objectif de modifier la spécialisation productive d'une économie ou la qualité de sa production. Donc, ce n'est pas forcément toujours viser l'industrie, mais c'est penser la spécialisation productive et l'influencer. Donc, pourquoi est-ce que l'État doit évidemment verdir ses politiques industrielles aujourd'hui? C'est l'impératif climatique, donc on ne va pas revenir là-dessus, je pense qu'il est partagé, cette notion d'impératif. Pourquoi est-ce que l'État doit intervenir? Il y a 2 raisons pour lesquelles l'État doit intervenir dans la décarbonation. La première, c'est qu'on va avoir besoin d'innovation, de recherche et développement. Pas que, mais c'est quand même aussi nécessaire, et qu'on sait bien qu'on a un sous-investissement dans la recherche et développement parce qu'on n'a pas une appropriation totale du rendement de l'investissement de recherche et développement, et donc on a un sous-investissement des acteurs privés, et pourtant les investissements en recherche et développement créent des externalités positives pour l'ensemble de l'économie, donc il faut que l'État soutienne la recherche et développement dans les processus de décarbonation. C'est la première raison d'intervention de l'État. La deuxième raison, c'est évidemment les externalités négatives liées à la pollution. Donc il y a 2 raisons pour que l'État intervienne et joue dans le processus de décarbonation. Puis il y a la raison qui était un peu évoquée par Vincent, à savoir que le coût est très important, le bénéfice est collectif et le coût privé est très important pour les entreprises, donc il faut les y inciter.
Donc on s'aperçoit effectivement, on observe que les politiques industrielles, elles ont de plus en plus une dimension environnementale et verte. Ça, c'est indéniable aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'État en France? Bon, il s'inscrit évidemment dans des objectifs européens qui sont très ambitieux. Et donc, il faut, même si le mix énergétique français lui est favorable, il y a quand même un peu de retard dans les énergies renouvelables. Donc, que fait l'État? Effectivement, il y a eu là, à l'été 2022, effectivement, l'État a commencé à cibler ces 50 sites industriels dont parlait tout à l'heure Anaïs, et en essayant de cibler justement ces 56 qui font la moitié des émissions, à peu près 10%, la moitié de ce qu'émet l'industrie en France, et en essayant de cibler les processus de ces sites. Et là, on a commencé à vouloir les inciter en aidant à l'investissement par des subventions. Donc, c'est à peu près 10 milliards qui étaient déjà projetés. Et puis ensuite, on a eu la loi Industrie verte, un an plus tard, alors qui inclut évidemment les dispositifs qui ont été mis en place pour ces sites, mais qui est plus large. La loi Industrie verte, elle a été promulguée en octobre 2023, et celle-ci, elle inclut non seulement aider les sites à se décarboner, mais aussi soutenir des industries vertes. Alors, c'est quoi les industries vertes? C'est les industries qui sont capables de développer des énergies renouvelables, que ce soit les pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes. Donc ça, c'est un début de changement un peu de spécialité productive, puisqu'on va, on va se spécialiser dans des domaines qui, eux, vont profiter de la décarbonation. C'est un peu le marché de la décarbonation, comme on pourrait dire. C'est ça. Donc vous voyez qu'il y a deux axes d'une politique, politique industrielle verte. Il y a un acte décarboner tout le monde, même les services, et ça peut passer aussi par des process de suppression du gaspillage, etc. Et puis, il y a soutenir des industries vertes. Alors, est-ce que, tout à l'heure, on dit réindustrialiser, c'est aussi un objectif vert? Bon, ça se discute aussi, parce qu'aujourd'hui, l'industrie, plus elle est insérée dans des modalités technologiques élevées, plus elle va être inscrite dans la chaîne de valeur mondiale. Donc, ça peut se discuter. Est-ce que vouloir absolument réindustrialiser, c'est-à-dire avoir une part de l'industrie plus forte dans le PIB français, est un moyen de verdir l'économie? L'idée, c'est que vous allez raccourcir les chaînes de valeur, mais il ne faut pas oublier que l'industrie en général est très insérée dans les chaînes de valeur, et que dès que vous avez de la valeur ajoutée industrielle, vous allez avoir des importations et des exportations. Ouais. Donc ça se discute. Mais ceci étant, comment on fait? Alors là, je pense qu'il y a des gens ici plus compétent que moi pour parler de quels sont on va demander à Anaïs justement sur son site comment on va faire. Les enjeux importants. Voilà. Alors justement, dites-nous un peu, Anaïs Vogelis, est-ce que les technologies sont là? Est-ce qu'on a les moyens de les utiliser? Et puis après, on parlera peut-être du cas de la capture de CO2 qui est un peu particulier. Alors, c'est un vaste sujet. Je vais me concentrer sur les 50 sites les plus émetteurs, parce que ce sont les intrants d'autres industries. Donc, quand vous décarbonez déjà ces sites industriels, vous contribuez à baisser les émissions de leurs clients, puisque vous réduisez la part d'émissions dans les achats, dans le cycle de vie des produits, etc. Il y a des choses qui existent. Je parlais tout à l'heure de toutes les émissions de combustion. Donc, comment je substitue, par exemple, du charbon ou du gaz par une source d'énergie qui sera moins carbonée, donc de la biomasse, de l'électricité, éventuellement des combustibles solides de récupération, les CSR, qui sont discutables mais qui assurent une seconde vie aux déchets. Ça, c'est mature, on peut le faire. On sait électrifier des chaudières, on sait électrifier des fours. Là où la question va se poser, c'est sur l'équilibre économique qui n'est pas forcément évident à trouver. Dans certains cas, on arrive à faire des investissements, mais qui permettent de ne pas avoir d'impact sur le prix final. Et dans d'autres cas, on a un impact à la hausse sur le prix. Et donc là, se pose la question de comment on répartit l'impact prix dans la chaîne de valeur entre le producteur et son client. Sachant que quand on regarde les 56 industriels, on en a beaucoup qui sont des industries à faible marge. Donc augmenter les coûts de production en général, ça a un impact sur la marge qui ne peut pas forcément être que supporté ou difficilement supporté par le producteur.
Donc là, on parle beaucoup d'électrification des procédés industriels. Le problème est que l'équilibre économique, quand vous avez un gaz qui est à 25 € du mégawattheure, une électricité qui est au mieux à 70 € du mégawattheure, et une tonne de CO2 qui est aujourd'hui aux alentours de 50 ou 60 € la tonne, le pari économique n'est vraiment pas évident. Pour faire 1 mégawattheure de gaz, je vais avoir 0,2 tonnes d'émissions de CO2. Donc pour un équivalent, pour avoir une tonne, enfin pour avoir mon 70 € de tonne de CO2, c'est 5 mégawattheures de gaz. Une électricité à 70 €, vous voyez que l'équilibre économique n'est pas facile à trouver. Et donc, un des enjeux, c'est à la fois avoir une électricité qui reste à un prix très compétitif. Dans les projections, que ce soit les projections à court terme sur de renouvelables ou à très long terme avec le nouveau nucléaire, je vois qu'on n'y est pas du tout, et d'avoir un prix de tonne de CO2 qui augmente, puisque c'est du coup là qu'on va trouver un équilibre économique pour ceux qui arriveront à prendre de l'avance par rapport à l'évolution des quotas carbone, c'est-à-dire que si vous êtes moins carboné, vous ne paierez pas les tonnes de CO2 et donc vous gagnez un point de compétitivité par rapport aux autres. Et le deuxième enjeu, c'est sur toutes les émissions de procédés dont on parlait. Et là, il y a des solutions qui existent, il y en a d'autres qui sont inventées, donc c'est tout l'enjeu d'investir dans la recherche et le développement dont parlait Sarah Guillou juste avant. C'est comment est-ce que j'innove dans mon procédé industriel pour trouver des ruptures technologiques et donc moins émettre de CO2. La question que ça pose, c'est combien même je trouve une technologie de rupture, est-ce que je peux l'implanter dans un site industriel existant sans totalement bouleverser mon schéma industriel et en trouvant quelque chose qui va être pertinent. Et là, les réponses sont loin d'être évidentes. Et puis après, vous avez la question que je parle d'émissions de procédés comme si en général elles étaient concentrées à un point. On a des points dans le procédé qui sont fortement émetteurs, mais après on a beaucoup d'émissions qui sont liées à des rejets au niveau de ce qu'on appelle les laveurs gaz. Et là, vous avez plein de sujets qui vont se poser, de concentration de mon CO2. Donc, c'est des réflexions à la fois sur votre rendement de production et après sur la capture carbone du CO2. Peut-être que je peux traiter le sujet en 2 secondes maintenant. 2 secondes, alors oui. Voilà. Donc, la capture, une fois que vous avez capté le carbone, capture, c'est pas un gros mot. On sera obligé de faire la capture carbone sur les sites industriels. C'est pas forcément capter le CO2 dans l'atmosphère, qui est un autre type de projet. L'enjeu, c'est que c'est extrêmement énergivore. Aujourd'hui, c'est peu efficace et ça pose d'autres problématiques environnementales. Une fois que je l'ai capté, mon carbone, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Je peux le réutiliser. Nous, on peut le réutiliser dans notre procédé industriel, mais là, il faut que j'ai une qualité de CO2, une concentration suffisante. Ou la question qui se pose et que beaucoup d'industriels se posent, et d'ailleurs dans la stratégie des 50 sites industriels, si vous regardez les feuilles de route individuelles, il y a beaucoup de captures, c'est la question du stockage, mais on sait que le stockage, c'est juste décaler dans le temps le problème, puisqu'on a d'autres contraintes qui vont se poser, des contraintes géologiques. Malheureusement, pour beaucoup, le stockage semble une solution plus simple et plus rapide, même si on n'a pas les infrastructures aujourd'hui et autres, que avoir une rupture technologique qui n'est pas évidente. Mais ça, c'est un vrai sujet de débat, et un débat presque philosophique. Alors juste, on parlait là du prix de l'électricité. Vincent Charlet, pour vous, c'est un élément absolument clé, le prix de l'électricité. Oui, ça conditionne énormément de choses. Déjà, ça conditionne le niveau de santé économique de l'industrie dans son ensemble. Aujourd'hui, il nous semble, une des premières menaces sur l'emploi industriel, ou pour le dire autrement, un des premiers risques sur le début de réindustrialisation auquel on assiste, c'est les prix élevés et imprévisibles de l'électricité, enfin de l'énergie en Europe par rapport au reste du monde. Et ce problème, j'allais dire, en crée par lui-même un deuxième, c'est que demander aux industriels de se décarboner, c'est la plupart du temps, comme aux particuliers d'ailleurs, c'est de passer à l'électrique, parce que l'énergie électrique est souvent moins carbonée que l'énergie équivalente au format gaz, par exemple, ou charbon, bien sûr. Et vous ne pouvez pas demander à des industriels d'investir lourdement dans des technologies qui fonctionneront à l'électricité si aujourd'hui on leur dit le problème c'est qu'on ne sait pas vous dire combien vaudra votre électricité et on sait juste vous dire que ça vaudra plus de 70 € le mégawattheure. Donc les industriels n'ont aujourd'hui aucune incitation à passer à l'électrique compte tenu des ordres de grandeur qu'Anaïs vient de rappeler. D'accord. Alors,
Nathalie Popiolek, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux aujourd'hui, justement, en matière de recherche? Et puis, est-ce qu'il y a les investissements à côté pour les financer? Alors, si on rappelle donc, déjà les objectifs donc, pour la France et l'Allemagne, donc l'industrie, c'est le 3e poste de décarbonation en France, donc derrière les transports et l'agriculture. Pour l'Allemagne, c'est le 2e derrière la production d'énergie. Donc, quels sont les leviers de décarbonation des sites? Donc, nous l'avons vu, donc il y a 2, c'est réduire l'intensité énergétique de la production et en même temps réduire l'intensité carbone de l'énergie. C'est les deux leviers. Maintenant, comment on fait? Donc, au niveau global, politique et sociétal, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 70% des émissions de gaz à effet de serre qui sont couvertes par une tarification effective nette des subventions aux énergies fossiles. Donc à un niveau moyen de à peu près de 80 € la tonne de CO2 équivalent. Donc au niveau mondial, c'est beaucoup moins. Ça veut dire que c'est quand même un bon niveau en France pour amorcer la transition dans l'industrie. Mais on voit bien que ça n'est pas suffisant, ça a été rappelé, et il y a donc la nécessité d'instruments complémentaires à ces instruments de tarification du carbone. Et c'est vrai que pour stimuler l'innovation bas carbone, moi je dirais qu'en première position, et notamment pour l'investissement de l'avenir, c'est faire de la recherche fondamentale pour les ruptures, mais aussi de la recherche appliquée, pour pouvoir développer ces technologies et permettre ensuite leur implantation dans les sites de production. Les sites de production, que ce soit des anciens sites où il faut changer les équipements, mais tout en regardant leur durée de vie. Il n'est pas question de mettre au rebut des équipements qui seraient neufs. Et les nouveaux sites que l'on va équiper d'ailleurs dans le cadre de la réindustrialisation souhaitée, avec notamment la production de tout ce qui est nécessaire pour les énergies vertes. Donc en fait, en plus donc, de cette histoire de l'économie et de la tarification carbone, il y a des grands défis à surmonter. On va dire quatre grands défis, ça a été cité tout à l'heure, les externalités de la connaissance, c'est-à-dire que voilà, il faut investir dans la recherche, mais il y a des externalités qu'il faut que d'autres acteurs économiques vont profiter de mon investissement, donc j'ai pas tellement envie d'investir lourdement, il faut que je sois aidée pour ça. Il y a aussi le problème de la dépendance du sentier des technologies fossiles, où il va vraiment falloir désinvestir aussi dans la connaissance et dans les brevets. Et ça a été rappelé aussi, on a un horizon temporel qui est long pour retrouver la rentabilité des investissements, et notamment les investissements dans la recherche, avec des risques élevés, notamment tarification d'électricité, et surtout aussi un besoin, ça a été dit aussi, de coordination des acteurs. Il faut coordonner pour que tout cela aille dans le même sens, à savoir les industriels, les fournisseurs d'intrants, les consommateurs finaux, avec des incitations pour consommer propre, tout ce qui est prestataire logistique, les chercheurs, qui soient académiques ou qui soient dans l'industrie, et les politiques. Alors maintenant, c'est sûr que... On va oui. peut-être... parce que là, l'heure avance, oui, excusez-moi. Et donc, on va peut-être justement essayer de conclure avec Vincent. Finalement, il y a quelques questions qui sont arrivées également. Et puis, ça tourne autour finalement de 2 sujets, je trouve, dont vous parliez à l'instant. C'est l'incitation du consommateur, comment on fait. 2, au niveau des politiques publiques, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des arbitrages budgétaires un peu douloureux, puisqu'on est dans une période depuis quelques semaines, c'est un peu la panique au niveau des finances, de la politique financière française. Donc, sur ces 2 aspects, quelles sont les voies d'avenir? Enfin, comment vous voyez un petit peu la sortie de ces difficultés pour résoudre ce défi de la décarbonation de l'industrie?
Oui, alors ce qui a été bien mentionné, c'est que bien évidemment, il faudrait que les investissements de décarbonation réalisés par les entreprises deviennent beaucoup plus rentables, parce que les incitations, ça ne peut pas être juste de dire il faut que nous augmentons encore beaucoup plus les subventions aux entreprises. Il faut bien avoir en tête que la France est un des pays qui déjà mobilise le plus de montants de subventions aux entreprises, que nous sommes aussi le pays qui a les prélèvements obligatoires le plus élevés. Donc clairement, la solution n'est pas d'augmenter beaucoup plus le montant des subventions, il faut les rendre plus efficaces, c'est sûr. Notamment, par exemple, les aides à l'innovation et à la recherche-développement, nous devons gagner aussi en efficacité parce que nous mobilisons déjà beaucoup, mais nous ne sommes pas si efficaces. Et clairement, on ne peut pas dire que la solution, c'est de concentrer la tarification carbone juste sur nos entreprises, parce que dans ce cas-là, on va encore plus faire des fuites carbone, encore plus des incitations à la délocalisation vers des pays plus carbonés, et donc faire monter à la fois l'empreinte carbone et le risque de faire monter les émissions au niveau mondial. Donc clairement, l'enjeu, parce que le vecteur majeur, justement pour mieux rentabiliser les investissements dans la décarbonation, c'est que la demande finale s'oriente vers les produits moins carbonés. Et donc, pour orienter la demande vers les produits moins carbonés, il faut que les produits moins carbonés soient moins chers, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Et les produits moins carbonés deviennent plus chers parce que les entreprises ont fait les investissements donc pour les financer font monter leur prix. Donc pour bien évidemment inciter à avoir une demande qui s'oriente vers les produits moins carbonés, il faut que ces produits-là soient moins chers. Donc il faut un système de bonus-malus en fonction de l'impact sur le carbone du prix des produits, avec bien évidemment la mesure que nous proposons, notamment dans le dernier rapport du Conseil national de productivité, qui a un impact positif pour faire monter le pouvoir d'achat des consommateurs, de réduire aussi les inégalités, parce que clairement, aujourd'hui, les mesures de décarbonation sont plutôt négatives, ont plutôt un impact négatif plus important pour les ménages les plus défavorisés, alors que là, un système qui rendrait les produits moins carbonés moins chers que les produits carbonés, du coup, serait beaucoup plus positif de ce point de vue, avec une compensation qui serait donnée aux ménages, qui passerait par une baisse de leurs taxes. Et de ce point de vue-là, bien entendu, l'enjeu, c'est la mesure du contenu carbone des produits en tenant compte de l'ensemble du contenu carbone sur l'ensemble de la chaîne de production, y compris donc les consommations intermédiaires importées, les transports, tous les services qu'utilisent les entreprises, etc. Et ça, dans un premier temps, en passant par un étiquetage carbone sur les produits finis, en utilisant les bases de données actuelles qui, pour l'instant, ne sont pas très précises. Ça, c'est en route, ça? On va avoir de l'étiquetage carbone ou il y a des... Oui. Cette année va être mis en place l'étiquetage carbone sur le textile. Il faut bien avoir en tête que, par exemple, le textile, c'est 8% des émissions carbone au niveau mondial. Ouais. Et donc, clairement, aujourd'hui, en plus, nos consommateurs achètent de plus en plus du textile qui vient de Chine, qui est plus carboné, qui a des impacts très négatifs sur l'environnement. Ça serait beaucoup plus favorable d'orienter que les produits de textile, par exemple, qui sont moins impactants sur l'environnement, soient moins chers. C'est pareil pour l'agroalimentaire, donc pour notre industrie qui produit de l'agroalimentaire. Clairement, aujourd'hui, bien évidemment, les produits agricoles qu'ils utilisent sont de plus en plus importés, alors qu'ils ont un impact environnemental plus fort. Et c'est un désavantage pour nos producteurs locaux, alors que justement, si les produits
qui avait moins d'impact environnemental sur l'alimentation, donc l'agroalimentaire était moins cher, on aurait beaucoup plus l'incitation à utiliser nos productions de nos producteurs agricoles locaux. Bon, alors là, on voit qu'avec le bio, c'est pas encore gagné, parce que justement, en ce moment, c'est pas formidable. Donc on aurait pu effectivement, là on va devoir rendre l'antenne, comme on dit à la télévision, on aurait pu évidemment parler du coût social aussi de ces questions-là. Je propose qu'on monte un deuxième épisode de cette table ronde pour aborder ce sujet. Alors, on m'a juste demandé de faire un petit bonjour à nos amis des classes de prépa du lycée Passy Saint-Honoré à Paris, de la classe de prépa du lycée Siegfried à Paris, de l'institution Notre-Dame à Nice, la classe prépa de Loquidi, la salle à Nantes, l'université de Dakar, le lycée d'Athènes, la maison de Paris, les étudiants de Swansea au Pays de Galles, une salle France Terre d'Asile, lycée Camille Claudel à Versailles et l'Institut de préparation à l'administration générale. Bonjour à tous, merci pour d'être restés présents pour cette table ronde et puis bien bonne continuation au Printemps de l'économie. Merci.